Donc, je suis le docteur Jean-Christophe Leclerc, je suis ORL, chef de clinique à l'hôpital Morvan à Brest, au CHU. Déjà, je voulais remercier le docteur Guillaume Prado de m'avoir proposé de participer à cette conférence. Et donc, je vais vous parler des exostoses du méa acoustique externe, donc une pathologie qui survient essentiellement chez les surfeurs. On peut en retrouver aussi chez des plongeurs, notamment apnéistes. Donc voilà, on va reprendre un petit peu toute la base de la physiopathologie, l'anatomie, et puis après je vais vous présenter une étude qu'on a réalisée dans le service pour essayer de bien appréhender quelles sont les suites de la chirurgie et qu'est-ce qu'on peut attendre, en tout cas comment on peut aborder le sujet avec vos patients surfeurs et comment vous pouvez leur présenter les choses. Donc on va suivre un plan assez classique. On va commencer par de l'anatomie, des petits rappels d'anatomie. Donc vous voyez l'anatomie de l'oreille, le méa acoustique externe, il est composé de deux parties. Il y a une première partie qui est située à l'extérieur, donc une tiers externe qui est constituée de fibrocartilage, donc située à la partie la plus latérale, avec parfois quelques poils, c'est ce qui peut vous gêner pour voir le tympan notamment. Et la partie plus interne, schématisée en rouge, qui a une enveloppe osseuse. Donc c'est cette enveloppe osseuse qui va nous intéresser, parce qu'en fait, quand le conduit va être en contact avec le plus souvent de l'eau froide, mais éventuellement de l'air aussi, en tout cas en contact avec du froid, on a des mécanismes de vasoconstriction initialement, donc quand il y a une exposition au froid, et secondairement, on a une vasodilatation qui va favoriser l'apparition d'exostoses. Donc les exostoses, elles se situent donc sur la partie médiane du conduit. Donc vous voyez sur cette partie-là. Donc les exostoses, elles vont donc se développer progressivement. C'est quelque chose qui survient sur plusieurs années, après plusieurs années d'exposition au froid. Et donc on va discuter à ce propos et voir ce qu'on peut proposer aux gens qui présentent ce genre de pathologie. Vous le remarquez sans doute souvent quand vous regardez à l'autoscopie, vous avez du mal à voir le tympan, et bien sans doute c'est lié à ces excroissances osseuses qui sténosent le conduit. Donc la physiopathologie de ces exostoses, c'est dû donc le plus souvent en projection d'eau froide sur un revêtement cutané fin, ça fait un peu plus d'1 millimètre l'épaisseur cutanée au niveau du conduit sur cette portion-là. Et ça a été montré, en fait, il y a eu des tests expérimentaux sur des souris où en fait ils ont exposé les souris à de l'eau froide et ils ont remarqué que bien qu'il y ait une vasoconstriction initiale, il y avait ensuite une vasodilatation qui était prolongée et donc ça stimulait l'activité ostéoblastique et donc ça favorisait la production des exostoses. Donc qu'est-ce que ça donne en pratique ? Vous voyez sur une otoscopie, là vous avez un tympan gauche à gauche. Et donc vous avez une voussure, essentiellement la partie antérieure, qui représente une exostose. Sur la photo de droite, vous avez 3 exostoses différentes, une située à la partie antérieure, une située à la partie postéro-inférieure, et l'autre supéro-postérieure. Donc vous voyez, le tympan est donc beaucoup plus difficile à visualiser. Ce qui nous ennuie, nous, c'est qu'on n'est pas capable de déterminer s'il y a une perforation ou pas, parce qu'en fait, on n'a pas les possibilités techniques de voir s'il y a une perforation, notamment antérieure. Et parfois aussi, c'est difficile de vérifier la pars flaccida. Pars flaccida, c'est la zone où peuvent se développer les cholestéatomes. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un inconvénient majeur. Donc dans les populations, comme je vous disais, c'est essentiellement les surfeurs. Alors les pourcentages, ils sont assez variables. Ça dépend en fait notamment de la température de l'eau. Plus la température de l'eau est froide, plus les surfeurs ils vont avoir tendance à avoir des exostoses. Donc c'est pour ça que ça varie selon les études, entre 40 et 80%. Dans la population générale, ça reste quand même assez faible, parce qu'il faut vraiment une exposition prolongée. Comme je vous disais, ça se développe sur plusieurs années. Donc ça dépend de l'exposition à la température de l'eau. On en retrouve également chez des gens qui ont des cabriolets, qui passent leur temps en voiture, et en fait avec l'air froid, ils finissent par faire des exostoses. C'est assez marrant. Et ils ont retrouvé ça aussi chez le personnel navigant aérien. On a un petit peu plus de mal à comprendre les mécanismes, mais probablement qu'il y a aussi des phénomènes de vasodilatation chronique qui provoquent ces symptômes.
Alors qu'est-ce que ça donne en pratique sur le plan clinique? Eh bien la très très grande majorité sont asymptomatiques. C'est en fait une réaction de l'organisme, on va dire, liée à cette exposition au froid. Donc ça évolue très lentement. Les gens n'ont dans la plupart des cas aucun symptôme, ce qui explique notamment qu'ils ne se protègent pas, et ce qui explique aussi qu'ils arrivent tardivement vous voir, ou en tout cas le dépistage il est le plus souvent, on va dire, fortuit. Ça peut être sur des douleurs d'oreille, sur un examen, on va dire, systématique. Et qu'est-ce que ça provoque? Bien sûr des rétentions d'eau. Qu'est-ce qui se passe s'il y a de l'eau qui reste en niveau médial? Ça va en fait limiter la mobilité tympanique. Si vous avez une limitation de la mobilité tympanique, les gens ils vont moins bien entendre. Et donc s'ils entendent moins bien, ils vont venir vous voir en disant j'entends moins bien. Comment ça se fait? Donc c'est pas des otites, c'est juste du liquide qui reste, on va dire, bloqué sur la partie médiane du conduit. Également, ils peuvent être gênés par du cérumen qui a du mal à s'évacuer. Pourquoi? Vous imaginez bien que quand vous avez une sténose, tout ce qui se situe en médian va s'expulser plus difficilement. Donc ça peut provoquer des douleurs, le fait qu'il y ait du cérumen qui s'accumule. Et bien sûr, si ça sur un fait, des otites externes qui sont plus ou moins faciles à traiter en fonction du degré de la sténose. Parce qu'à partir du moment où vous avez une sténose, si au niveau de la sténose vous avez une obturation du conduit, vous aurez beau mettre les gouttes que vous voulez, les gouttes elles ne vont pas atteindre la partie médiane, et donc l'inflammation, l'infection va se poursuivre. Et bien sûr, quand ça évolue vraiment au maximum et que vous avez une sténose complète du conduit, vous avez des phénomènes d'hypoacousie avec des sûretés de transmission, dont le degré est variable entre 10 à 40 décibels. Donc qu'est-ce que vous pouvez proposer comme traitement à ces patients? Le premier élément qui est clair, qu'on retrouve dans à peu près toutes les études, c'est la prévention. Donc si ils arrêtent en tout cas l'exposition, s'ils portent des bouchons, là, je vous ai mis des bouchons qui sont faits par les audioprothésistes, qui sont assez confortables à porter, ou s'ils mettent des cagoules, en fait on limite la vasoconstriction pendant l'exposition à l'eau froide, on limite donc la vasodilatation secondaire, et donc on va freiner l'évolution de ces exostoses. Comme vous le savez, en pratique les gens ils sentent rien, donc l'idée de se prévenir alors qu'il n'y a aucun symptôme, c'est toujours un petit peu difficile à faire entrer. Donc quand ils sont symptomatiques, quand ils viennent vous voir pour un symptôme en particulier, notamment la rétention d'eau, il n'y a pas de traitement à mettre en place. Il faut juste leur expliquer qu'il faut en tout cas prévenir l'aggravation de ces exostoses. Sur les rétentions de cérumen, vous pouvez jouer en essayant soit d'extraire par aspiration, par pince ou lavage d'oreille, et utiliser sur ménolytiques qui sont plus ou moins efficaces en fonction des gens. Les gens ont en fait des cérumens qui peuvent être plus ou moins denses, et donc ça peut quand même rendre service, on pense notamment aux cérulises. Quand ils présentent des otites externes, donc comme vous le savez, c'est un traitement par antibiotiques locaux uniquement. On utilise nous majoritairement le Polydexa et l'auricularum. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces deux types d'antibiotiques, il y a des corticoïdes locaux qui vont avoir tendance à diminuer l'inflammation locale. Et en fait, en diminuant l'inflammation locale, vous réduisez la sténose et donc vous améliorez la diffusion de l'antibiotique. Et donc dans les cas qui sont plus difficiles à traiter, quand les gens sont hyperalgiques ou quand le traitement ne permet pas une amélioration, eh bien vous nous les envoyez et on peut être amené à mettre des méchages. En fait, on met des petites compresses à l'intérieur du conduit qui permettent de bien diffuser le produit et donc de limiter au maximum la sténose. Et quand bien sûr ça récidive, quand les gens sont gênés, on peut proposer un traitement chirurgical. Alors le traitement chirurgical s'appelle la canaloplastie. Les indications, donc il y en a plusieurs. Soit ce sont les otites externes à répétition, donc les gens qui sont régulièrement gênés à chaque fois qu'ils vont dans l'eau. Après quand ils reviennent, ils font une otite externe. On a aussi les hypoacousies avec les sûretés de transmission, qui peuvent être handicapantes, notamment en fonction des métiers. Et aussi on le propose chez les patients qui n'ont pas de symptômes, mais quand l'évolution est rapide, ou que la sténose elle est vraiment importante, où là on n'est pas capable de voir vraiment le tympan, et donc ça peut poser des problèmes en cas de complications d'oreille moyenne. Donc en termes de bilan, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait un test auditif,
pour s'assurer de la bonne audition avant de les opérer. Et on fait un scanner des temporaux. Pourquoi on fait un scanner? Parce qu'en fait, on peut avoir des petites variantes anatomiques. Comme vous voyez ici, il y a une procidence du golfe jugulaire. Donc si on fait un fraisage, on tombe directement dedans. Donc on fait toujours attention à ne pas y aller, parce que c'est jamais agréable d'arriver là-dessus quand on est au bloc. Donc le traitement, je vous ai mis quelques petites photos péropératoires. Donc la chirurgie, elle dure environ 1 heure. Donc vous avez un petit schéma en vous montrant en fait les incisions qu'on réalise. Donc on fait une incision du conduit au niveau de sa portion osseuse. On va décoller la peau de l'os en fait, qu'on va récliner vers l'arrière, et on va fraiser les exostoses en partant de la périphérie. Donc c'est vrai que c'est pour nous beaucoup plus facile techniquement d'opérer des exostoses où on voit déjà le tympan parce qu'on a l'axe en fait du conduit. L'axe du conduit il est orienté d'abord vers l'avant sur son tiers latéral et après il part en postérieur. Donc ça nous aide beaucoup et donc on fraise. Donc ça s'appelle la technique de la coquille d'œuf, comme ça on est sûr de rester bien circulaire et de ne pas créer de faux trajets. Et donc une fois qu'on a fraisé, en fait on va repositionner la peau et en utilisant éventuellement de la peau névrose du muscle temporal et des bandes de scie élastique, en fait on va réappliquer cette peau et donc la cicatrisation va pouvoir se faire. Donc les suites attendues du traitement, c'est une cicatrisation qui est assez rapide. On vérifie toujours les conductifs externes à 1 semaine et puis à 1 mois avec un test auditif pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'impact sur l'audition. Ces interventions elles sont en ambulatoire et donc on suit toujours jusqu'à cicatrisation complète pour autoriser les gens à reprendre les activités nautiques. Est-ce que vous aviez des questions déjà sur cette première partie? Moi j'ai une petite question. Ouais. On a la notion qu'ils peuvent être opérés uniquement 2 fois maximum. En tout cas, certains ORL sont assez frileux de y retourner régulièrement. Est-ce qu'il y a une raison particulière La raison elle est plutôt technique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décollé la peau une première fois, qu'on a fraisé, on a plus de risques de troubles de cicatrisation sur les reprises en fait. Donc après en pratique, techniquement c'est tout à fait faisable de faire une reprise, une 3e, 4e reprise, mais c'est plus que il y a plus de risques de troubles de cicatrisation. Mais en pratique ça n'a pas d'impact sur la technique. Tous les ORL font... Non, alors justement je vais vous présenter un article qui a été fait là, cette année, qui est en cours de publication. Et en fait, on va vous parler un petit peu de l'expérience du chirurgien et de l'intérêt de son expérience sur la chirurgie, pour savoir ce que ça a comme impact. Et effectivement, il ne faut pas tous. C'est plutôt des ORL qui sont situés bien sûr sur le littoral. Donc quand on parle de ça aux Parisiens, aux Angevins, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais voilà, disons que la compétence, elle est plutôt située sur le littoral, avec des gens qui ont l'habitude de le faire. C'est quoi les risques opératoires? Je vais y venir. Et toutes les complications, là je vais vous en parler, savoir quelle fréquence on a de complications et justement ce qu'on peut expliquer aux patients avant de les opérer. Il y a une alternative en chirurgie au fraisage? Alors il y a, en fait, techniquement, il y a soit la chirurgie au fraisage, soit la chirurgie avec des ciseaux à frapper. Et là dernièrement, il y a ce qu'on appelle la scie piézoélectrique, qui est utilisée notamment en chirurgie maxillofaciale, qui est un petit peu plus développée, qui limiterait en fait les complications. Il y a ces 3 techniques d'exérèse, en gros, d'exostose. Il y a souvent une récidive si les contraintes d'activité nautique perdurent. Voilà, c'est ça. Donc on a à peu près 50% de récidive si jamais les gens continuent leur exposition. On l'a également étudié dans l'étude, c'est pour ça que je vais vous en reparler. Pas d'autres questions? Mais le retour à l'activité nautique, c'est quoi? C'est 6 mois? Non, ça peut être 1 mois. C'est vraiment... Ah oui. Ah oui, c'est court. Si tout se passe bien, en 1 mois, il n'y aura pas d'activité, sans problème. C'est vraiment juste attendre qu'ils aient bien cicatrisé. Et quand au niveau cutané, nous, visuellement, c'est bien, ils peuvent reprendre, sans problème. C'est très douloureux ou pas après... Non, c'est assez peu douloureux. En fait, ça a plutôt tendance à les soulager quand on les opère pour des otites externes ou des symptomatologies récurrentes. Ils sont habitués à avoir plus mal que l'intervention elle-même.
Donc ils sortent sous palier 2 et normalement ça suffit. Donc je vais vous présenter un article qu'on a fait là, cette année sur l'influence de l'expérience du chirurgien sur la survenue de complications et la récidive des exostoses, donc qui est en cours de soumission. Donc ce qu'on voulait mettre en balance, c'est donc les risques chirurgicaux par rapport à une chirurgie qui reste fonctionnelle. C'est des gens qui, la plupart du temps, sont gênés par des otites à répétition. Il y a très peu d'études sur les complications et sur les différentes techniques chirurgicales. En fait, comme ça reste assez marginal comme chirurgie, en fait, on a assez peu de données dans la littérature. Sans doute que c'est quand même fait régulièrement, mais en tout cas pas publié. Et en tout cas, on n'a pas d'études sur l'expérience du chirurgien. Donc notre objectif principal, c'était d'étudier l'influence de l'expérience du chirurgien sur la survenue d'une récidive à 3 ans. Donc récidive, qu'elle soit symptomatique ou clinique, c'est-à-dire que soit les gens se plaignaient à nouveau de symptômes, soit visuellement, vous voyez qu'il y avait une réduction du diamètre du conduit. Et donc on a étudié aussi la survenue des complications, l'incidence des récidives à plus long terme et l'influence de la poursuite de l'exposition sur l'incidence des récidives. Donc on a étudié en fait tous les patients qui ont été opérés et qui ont donné leur accord entre 2009 et 2016, ce qui représente 77 patients, 98 oreilles. Il y a des gens qui se faisaient opérer d'un côté puis l'autre. Et donc on a comparé les chirurgiens chez juniors et seniors. Junior, en gros, c'est moins de 3 ans d'activité en tant que chirurgien. Donc on a recueilli un certain nombre de données. Et on a donc comparé les deux groupes à 3 ans de suivi, données recueillies en juin 2019. Donc en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Essentiellement donc, des hommes, 92 sur 98. Et des stades 3, donc stade 3 je ne vous ai pas expliqué, mais en gros c'est plus de 70% de sténose. Donc on voit quand même que les patients qui ont des sténoses peu évoluées, on n'a pas trop tendance à les opérer. Elles sont probablement assez peu symptomatiques et donc comme les gens s'en plaignent peu, on ne les opère pas. On a quand même 92 patients, donc 94% avec une exposition aux eaux froides. Donc un petit détail sur l'instrumentation, sur le type de chirurgie en elle-même, la technique chirurgicale. Donc ciseaux à frapper plutôt utilisé par les jeunes et la fraise motorisée plutôt utilisée par les chirurgiens expérimentés. Donc après voilà, ces deux techniques sont équivalentes, en tout cas dans la littérature il n'y a pas de différence en termes de résultats qui ont été montrés. Et vous voyez que la principale indication de la chirurgie ce sont les otites à répétition. C'est ce qui gêne le plus les patients. Et on a quand même un peu plus de 20% de patients qui sont asymptomatiques avec des sténoses qui sont évoluées. En termes de complications, vous voyez qu'il y a assez peu de complications en termes de perforation. La douleur, on en parlait, ça reste assez faible, 13% qui ont utilisé les deux médicaments et qui ont potentiellement reconsulté dans les semaines qui ont suivi l'intervention. Ce que vous voyez, delta CO moyen, c'est en gros la variation de la conduction osseuse après l'intervention. On a très peu de variations. On a quand même quelques patients qu'on avait inclus dans l'étude qui sont opérés pour d'autres raisons et donc qui ont perdu de l'audition après la chirurgie, mais dans tous les cas, il y avait un problème d'oreille moyenne concomitant. Vous voyez qu'il y a aussi quelques acouphènes qui peuvent survenir secondairement et surtout ce qui nous intéresse, c'est les troubles de cicatrisation, 15% des cas des patients qui n'étaient pas complètement cicatrisés au bout d'un mois. Donc voilà, on prévient toujours les patients que ça peut être un petit peu plus long, mais que globalement, on va dire que ça finit toujours par s'arranger, on arrive toujours à trouver une solution à force de soins locaux, ils finissent toujours par cicatriser. Parfois, il y a besoin d'une antibiothérapie qu'on ne met pas systématiquement en post-opératoire. Donc, en regardant les résultats à 3 ans, vous voyez que les juniors sont mauvais. Ils ont un gros risque de récidive, alors que les seniors, à 3 ans, ils ont beaucoup moins de récidive. Si on regarde maintenant en fonction du temps, quel que soit l'opérateur, on voit que les récidives elles surviennent essentiellement dans les 5 premières années. Donc vous voyez, c'est quasiment linéaire dans les 5 premières années, même en prenant les juniors.
Bon, après, l'étude, c'était pas le but d'étudier après 5 ans, on a des effectifs qui sont quand même beaucoup plus faibles, mais en tout cas à distance, on n'a pas de récidive de ce type. Donc ce qui est intéressant concernant la poursuite de l'exposition, je rebondis sur la question, la moitié des oreilles qui récidivent ont une poursuite de l'exposition aux eaux froides. Par contre, seulement 7% qui ont arrêté sont sans récidive. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Une fois qu'ils sont fait opérer, on insiste vraiment pour qu'ils arrêtent leur exposition. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller surfer, il faut juste mettre des bouchons, mettre une cagoule, en tout cas qu'il n'y ait plus de contact avec de l'eau froide. Donc les questions qu'on se posait, alors ça là c'est plus dans l'analyse de nos résultats, savoir comment expliquer que les jeunes chirurgiens ont des mauvais résultats en termes de récidive à 3 ans. C'est probablement parce que le geste il est plus minimal, parce que probablement qu'on a peur des complications, donc on fait un geste un peu plus restreint et donc qui a moins d'intérêt à plus long terme. Par contre on voit qu'il y en a un taux de complication qui est similaire, donc on n'aurait pas plus de complications si c'est un jeune qui vous opère. On n'a pas étudié les courbes de progression, savoir à partir de quand les chirurgiens est passé on va dire en senior. Donc bon, voilà, ça sera quelque chose qui reste à étudier. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un choix de l'instrumentation qui est différente. Pourquoi ? Parce que le fraisage, c'est toujours un petit peu plus à risque. Les fraises, elles sont très efficaces, donc on a plus à risque, notamment pour l'atteinte jugulaire. Donc voilà, en étant plus jeune, on préfère les ciseaux à frapper, comme ça on reste dans un axe qui reste le bon. Et voilà, comme je vous disais, il y a la scie piézoélectrique qui est actuellement en développement, qui permet de respecter tous les tissus mous, et donc qui paraît en tout cas sans risque. On voit aussi qu'il y a 2/3 des récidives à 10 ans, et la plupart c'est dans les 5 premières années. Donc voilà, c'est des éléments qui sont pas montrés, parce que c'est une population qui est difficile à suivre. C'est plutôt des jeunes, ils ont tendance à changer de ville assez souvent, donc c'est toujours un petit peu plus difficile d'avoir des données à plus long terme. En tout cas, dans la littérature, on a des taux de récidive qui restent à peu près similaires, entre 9 à 40%, mais voilà, on n'a pas les mêmes critères de récidive. Il y en a qui utilisent que la récidive symptomatique, d'autres la récidive clinique. Donc voilà, c'est des études qui sont toujours un petit peu difficiles à comparer. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui se retrouve dans toutes les études, c'est qu'il faut éviter les projections d'eau froide pour éviter la récidive. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Concernant les autres facteurs, les questions restent en suspens. Donc ce qu'on peut conclure, c'est ne vous faites pas opérer par des jeunes, ça c'est clair, donc pas par moi. Non, mais en gros, on a changé un peu les habitudes de service, c'est-à-dire que quand les jeunes chirurgiens recrutent des exostoses, voilà, quand on opère, on est toujours avec un chirurgien expérimenté pour améliorer nos résultats à plus long terme. Mais en tout cas, voilà, ça nous a permis en tout cas de faire une remise en question de notre pratique actuelle, parce que bien qu'on n'ait pas un taux de complications plus élevé, ça évite aux patients de revenir nous voir 3 ans après en disant j'ai des symptômes qui reviennent. Donc ça, c'est le premier élément à retenir. Et deuxième élément, la récidive elle est maximale dans les 5 premières années qui suivent la chirurgie. Et c'est important que les gens arrêtent leur exposition par les mesures préventives pour éviter de repasser en bloc. Voilà, je vous remercie de votre attention.